Et de retour pour un nouvel Avanti Nissa. D'ailleurs, un Avanti Nissa, comment dire, avec le sourire, parce que oui, l'arrêt de la saison a été signé, ça y est, c'est fait. Normalement, Nice est 5e. On y viendra un peu plus tard. On parlera aussi avec notre invité, c'est Vincent Minichini. Salut Vincent. Salut à tous. Journaliste chez Nice Matin, on parlera avec toi un peu plus tard donc de l'OGC Nice, mais avant, parce que c'est notre running gag à nous, c'est notre petite routine du podcast, on va parler du Nicaragua. C'est trop loin. C'est ça, c'est allé beaucoup trop loin avec mes potes Cédric et Sky. Salut Cédric et Sky. Ouais, salut Brice, salut les gars. Alors ouais, du côté du Nicaragua, c'est allé très très loin, vous savez, vous nous écoutez. On parle énormément de Walter Ferretti, un club du Nicaragua qui porte les mêmes couleurs que l'OGC Nice. Et dans le dernier podcast, on vous avait dit qu'ils nous avaient contactés pour qu'on fasse un truc pour eux. Eh ben, il s'avère que c'était faire des vidéos pour soutenir les joueurs de Walter Ferretti. Ça les a pas empêchés de prendre une valise 4-2. Je vois qu'on n'assume pas des masques quand même. On n'assume pas des masques. J'étais à deux doigts de mettre les vidéos, puis quand j'ai vu une gueule en vidéo en train de parler espagnol, c'est surtout ça, je me suis dit on va se calmer. Ouais, parce qu'en plus de ça, non. Ouais, c'était chaud. En plus, on a fait ça en espagnol, les gars. C'est très, très fort. Ouais. Mais bon, voilà, ça les a pas empêchés de prendre une petite manita. 4-2, ils sont donc éliminés en demi-finale voilà, de la Clausura. Et donc, la finale, ça se jouera dimanche 3 mai, Real Estelí contre Managua. Ça sera donc la finale du championnat du Nicaragua. Et après, malheureusement, ça sera fini pour le championnat Nicaragua, mais on trouvera d'autres trucs, vous inquiétez pas, il y a aucun problème là-dessus. Il y aura d'autres saisons. Il y aura d'autres saisons, exactement. C'est ça, exactement. On revient avec notre invité Vincent Minichini, journaliste chez Nice Matin. Combien d'années ça fait que tu suis l'OGC Nice avec Nice Matin ? Pardon, ça fait un petit moment, ça fait depuis la saison 2009-2010 déjà. J'étais école de journalisme et très rapidement j'ai eu la chance lors de ma dernière année d'études j'étais correspondant à l'agence de Monaco avec Julien Cavalier qui est aujourd'hui en charge du service de communication du club, donc j'ai commencé un peu chez le voisin donc c'était une super expérience et j'ai fait mon stage de fin d'études à Nice Matin et très rapidement j'ai eu la chance de suivre Nice et voilà, vraiment ça fait du coup presque 10 ans maintenant déjà, hein. Je suis pas vieux, mais un petit peu vieux dans le métier. Hein. Ça passe. Ça passe. Je démarrais jeune, voilà, c'est ça. Comme maintenant dans le foot. Ça va très vite après. C'est ça. Bon, maintenant, je serais plus proche de la retraite dans le foot. Ouais, regarde Dante, c'est vrai. C'est ça. Ouais, et surtout Balmont qui vient d'arrêter sa retraite, d'annoncer sa retraite, pardon. 40 ans. C'est beau. Ouais, 40 ans, magnifique. C'est moche de finir une telle carrière là-dessus quand même, mais bon. Ouais, mais bon, on retiendra tous ces matchs. Ouais, voilà, il aura fait une belle carrière quand même. Une belle carrière, 40 ans et tout, c'est beau quand même. Il a monté que l'équipe de France, vraiment. Ouais, il a eu quelques sélections en France Espoir, 4 ou 5 si mes souvenirs sont bons là comme ça. Mais ouais, plus de 500 matchs en Ligue 1, 614 avec toutes les compétitions, etc. C'est très fort et je pense qu'on verra plus ça de sitôt. Avec Florent. Ouais, c'est clair. Surtout comme ça, avec les de vie, je pense, pour quand tu vois des Hilton, des Balmont et tout. Il y a plus que Hilton de cette génération. De toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Faut tenir quand même, hein, jusqu'à 40 ans, c'est énorme. Hein. Putain, ouais, surtout avec tu restes encore en Ligue 1, même si c'est avec Dijon, mais c'est quand même t'as quand même un niveau à maintenir, etc. C'est très très fort et on le salue encore et on lui souhaite une belle retraite en tout cas. Voilà. Pour l'arrêt de la saison, t'en penses quoi toi Vincent ? Ça arrive à point nommé, il fallait qu'on sonne la fin du match. Ouais, je pense que c'est surtout bien, on n'en parlait pas assez, je trouve, des joueurs qui souvent voilà, dans le foot on pointe du doigt les joueurs, voilà, ils ont des salaires mirobolants, mais il faut pas oublier malgré tout que c'est des sportifs de haut niveau, leur corps doit être entretenu, et là ils arrivaient vraiment dans une vraie période de flou, et la plupart des gars que j'ai eus, ils me disaient mais en fait franchement on commence vraiment à avoir très peur des blessures. Ça fait 2 mois qu'on est à l'arrêt, ça fait 2 mois qu'on s'entraîne pas de manière intensive, qu'on fait du gainage, des abdos et des footings autour de chez nous. Les gars ils disaient voilà, on va reprendre si on doit jouer tous les 3 jours, mais on va péter dans tous les sens.
Ouais. Donc voilà, rien que pour eux et même pour les spectateurs, même les observateurs, je trouve que c'est bien qu'on mette fin un petit peu à tout ce sketch et que voilà, tout le monde se repose peut-être un mois de vacances, on reprend sur une préparation complète pour espérer voir des matchs cohérents avec des athlètes en forme et pas des pseudo-matchs de foot avec des blessés dans tous les sens, parce que voilà, l'idée c'est pas qu'un mec se fasse les croisés toutes les 15 minutes et on sait que l'aspect athlétique et musculaire dans ce foot d'aujourd'hui est essentiel. Donc moi je pense avant tout à eux et qui profitent là de 2 semaines, 3 semaines pour vraiment se vider la tête, même si ce sera pas à Dubaï ou aux Seychelles comme ils en ont l'habitude, mais dans quelques jours là ils vont pouvoir revoir les potes un petit peu, la famille, donc voilà, qui profitent et pour se retrouver dans un mois ou 2 avec une belle préparation physique qui va durer 2 mois et un retour au foot dans 3-4 mois, voilà. Donc moi je trouve que il était temps de mettre fin un petit peu à toute cette incertitude. C'est clair qu'on avait peur déjà de l'aspect économique, parce qu'on se disait que forcément il y avait tellement d'argent qui rentrait en jeu que ça allait être compliqué. En fait, ils allaient forcément un peu essayer de terminer la saison pour les droits télé, tout ça. Donc c'est bien. C'était on en avait parlé plusieurs fois dans l'émission, comme quoi c'est le meilleur truc à faire, c'était d'arrêter la saison, de repartir sur une nouvelle, quoi, vraiment. Et les grosses chaleurs, les matchs tous les 3 jours, c'est vrai entre la qualité du spectacle et le risque de blessure, plus le fait d'enchaîner tout de suite avec la saison d'après, ça aurait eu des conséquences sur 1 ou 2 saisons aussi à l'avenir, je pense. Sachant qu'il y a l'Euro en plus. Sachant qu'il y a l'Euro qui va arriver l'année prochaine, qui est décalé, et puis on aurait eu en plus des matchs à huis clos. Donc si c'est pour jouer des matchs à huis clos avec une intensité assez moyenne, franchement, ça avait pas de sens. Et puis il y avait pas assez de recul pour essayer d'aménager. Là, ça va reprendre au mois d'août. Peut-être qu'il y aura une petite période où il y aura des matchs à huis clos, mais il y a 3 mois pour essayer d'aménager tout ce que peut être un match à huis clos. C'est peut-être un micro à l'arbitre, un micro à l'entraîneur, avoir plus d'images inside, que les supporters puissent se rassembler autour de l'Alliance. Voilà, il y aura plus de recul pour aménager ces matchs à huis clos qui resteront forcément tristes, mais ça peut être aussi un spectacle différent. Avec des acteurs en pleine forme, ça serait quand même mieux. De toute façon, on va vite voir. Là, je viens de voir que le gouvernement portugais avait autorisé la reprise fin mai du championnat. Il y aura peut-être en Allemagne aussi, en Italie, où c'est en train de se discuter. Il y aura sûrement 1 ou 2 championnats en Europe qui continueront à se jouer. On verra bien si c'était la bonne décision. Et je pense que ça aura un impact de toute façon sur le spectacle, comme tu disais. Après, en Allemagne, ils s'entraînent depuis 1 mois et c'est vraiment... ils s'entraînent au centre d'entraînement, il y a un vrai suivi. Là, en France, c'est compliqué parce qu'en plus, les mecs sont au chômage partiel. Donc, ils sont censés, chômage technique, pardon, ils sont censés ne plus avoir de lien avec le club. Donc, c'était un petit peu, fallait que ça s'arrête. Au niveau de la situation de Nice, 5e normalement, il y a plusieurs cas de figure pour que Nice soit comment dire en Europa League. Je les rappelle vite fait. Qualifié pour la phase de poule d'Europa League si le PSG gagne les 2 coupes nationales ou le PSG ne gagne que la Coupe de France qui est gérée donc par la FFF, ou seule la Coupe de la Ligue peut se jouer, gérée elle par la LFP. C'est important de dire que c'est géré par la FFF et par la LFP parce que c'est 2 entités totalement différentes qui ne fonctionnent pas forcément pareil. Ou alors carrément, là, aucune des 2 finales ne peut se jouer. Moi, je suis un peu comme, on en parlait hors antenne, je suis un peu comme Sky et Cédric. Je pense pas que ça va se jouer. Ça serait suicidaire pour moi. Mais bon. Et qualifié... Après, ils vont essayer. Oui, ils vont essayer parce qu'il y a des droits, il y a des c'est Eurosport aussi notamment qui. C'est un trophée, il n'y a qu'un seul match aussi, donc s'il peut se jouer, t'attribues le trophée, c'est. Ouais, mais bon, dans quelles conditions est-ce que tu vas faire gagner un trophée sans les supporters, sans les spectateurs? Au mois d'août, pas de choix. Ça se joue, c'est à huis clos, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, celui-là, il est à 100% à huis clos, c'est certain. Voilà, c'est ça. Et donc, il y aura peut-être un peu moins de saveur, mais c'est... Voilà. Qualifié pour le 2e tour préliminaire d'Europa League si le PSG ne gagne que la Coupe de la Ligue. Et non qualifié pour la Coupe d'Europe si le PSG perd les 2 finales. Ça m'étonnerait aussi. On est d'accord quand même que...
sans être non plus à mort optimiste et tout, 90%, t'es quand même européen, je pense. Je veux dire, déjà il y a, comme on disait, il y a peut-être très peu de chances que les finales se jouent, les deux finales. Et si elles se jouent, j'imagine mal Paris perdre les deux finales quand même. Malgré qu'ils aient un manque de rythme, qu'ils aient un manque de match, tout ce que tu veux, ça reste Paris quand même. On sait que Lyon et Saint-Etienne en face, c'est pas non plus. Ils seront dans le même cas de figure au niveau du manque de match et de rythme. Et on sait que c'est pas non plus des équipes qui survolent la saison. Donc voilà. Après, l'hypothèse qu'on n'a pas explorée parce qu'on n'a aucune visibilité dessus, c'est que déjà ça va être à l'UEFA de décider si elle accepte d'avoir les finalistes de coupe comme qualifiés au mois d'août. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Didier Quillot dans la conférence de presse après la décision d'arrêter le championnat hier. C'est nous on va proposer à l'UEFA que ça se tienne et que comme dans une saison normale, les vainqueurs de coupe, du coup, et le ticket européen avec report sur le championnat si c'est Paris. Mais on sait que l'UEFA, et avec des tours préliminaires organisés, voilà, le vainqueur de la Coupe de la Ligue, il passe 3 tours. On sait qu'il y a des tours avant dans des championnats mineurs. Donc il y a une organisation des Coupes d'Europe avec en plus l'Europa League, la Ligue des Champions normalement à terminer en août. Est-ce que l'UEFA va accepter d'attendre que 2 tickets de la Ligue 1 ne soient décidés que mi-août? Moi, je suis pas sûr que les tours préliminaires ne commencent qu'à ce moment-là. Et niveau organisation, historiquement, ils ont besoin d'avoir les qualifiés le 25 mai. Est-ce qu'ils vont accepter de changer la date juste pour la France? Quel impact ça va avoir sur les autres championnats comme l'Allemagne ou le Portugal? On disait qu'ils risquent de se poursuivre. Donc, il y a un peu l'inconnu. C'est suspendu à une décision européenne de toute façon. Puis même comme il disait tout à l'heure Vincent, en parlant des joueurs. À juste titre, je veux dire. Comment tu vas gérer aussi le fait de dire parce que tu fais pas la même préparation physique si tu prévois de jouer tous les 3 jours pendant le mercato, le budget, comme disait River. Voilà, je veux dire, tu prépares pas les joueurs de la même façon, physiquement, mentalement, tout ça, tu t'as pas les mêmes objectifs en fait si t'es européen que si tu l'es pas. C'est compliqué de dire à un groupe, à un club, bon les gars, on va attendre mi-août pour savoir si vous êtes européen et s'il va falloir s'envoyer un peu jusqu'à février-mars des matchs tous les 3 jours quoi. Après, faut faire attention parce que malgré tout, tu peux, si les finales de coupe se jouent, être en barrage en TQ2, je crois. C'est ça, Ouais, t'as 3 tours, ça. Donc malgré tout, il y aura dans tous les cas pas mal d'incertitudes. Mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut dire une chose, c'est qu'il y a de grandes chances que Nice soit européen. C'est une excellente nouvelle, voire quelque chose de vraiment inespéré. C'est un braquage, c'est ça Ouais. Non, après, braquage, ça sous-entend que. Non, mais voilà, vraiment, sportivement, un match. Voilà, sportivement, t'as quand même. T'as fait 28 matchs, t'en as fait beaucoup de mauvais, quelques-uns très mauvais. T'en as fait des plutôt bons. Tu sentais que ces dernières semaines, t'avais des joueurs quand même qui commençaient à vraiment donner leur pleine mesure. Que Dolberg, je sais, c'est vrai que tu l'aimes beaucoup et voilà, j'ai regardé un petit montage ce matin là sur Twitter fait par un supporter et c'est d'ailleurs c'était bien foutu. Les 11 buts là, c'est ça? Ouais. Et franchement, c'est des sacrés buts. C'est 11 beaux buts. Ouais. Et voilà, il y a Dolberg, il y avait Claude Maurice qui montait en régie, même s'il lui manquait encore l'aspect décisif. Mais on sentait malgré tout, ça allait beaucoup. Voilà, les Smelou qui devenaient de plus en plus essentiels dans cet effectif. Donc voilà, c'est inespéré d'être européen. Donc voilà, faudra pas non plus être dégoûté si demain tu ne l'es pas parce que ça reste quand même quelque chose d'assez fou. De finir 5e en plus parce que les confrontations directes, voilà, il y a un alignement de les planètes qui est. C'est ça qui est le marquage. On parle souvent de la chatte à Dédé, mais la chatte à Patoche. Les deux. Il y a Vieira, mais le duo River-Fournier, bon, il n'y a pas que de la réussite, mais notamment River. Voilà, c'est forcément des gars qui sont portés par. Entre le mail à il y a une bonne étoile quoi. Voilà, le mail à Ineos qui réussit derrière Ineos vraiment voilà pareil Ineos c'est une bouteille à la mer au départ. Ouais, t'envoies un mail autour de River ils lui disent tous bon allez calme ta joie, c'est encore un coup comme tu sais faire et au final c'est incroyable que ça aboutisse.
n'empêche. Comme dit Brice, d'habitude, j'ai envie de dire c'est le talent. Mais Bah ouais, mais il y a trêve d'expression. il y a forcément une forme de talent. Et encore une fois, je sais que nous a parfois pointé du doigt du style ouais, on roulait pour Ineos. Franchement, on roulait pour pas grand monde, mais voire pour personne. Mais aujourd'hui, ce que les supporters ils doivent prendre conscience que si aujourd'hui, compte tenu de la crise sanitaire et de la catastrophe économique dans laquelle est plongée une foule de clubs de Ligue 1, si aujourd'hui tu étais avec l'ancien actionnaire et avec les Chinois, avec l'empreinte toxique qui avait été effectuée, c'est très compliqué. Ouais. Tu t'en relevais peut-être pas, quoi. Honnêtement, moi, pour moi, ça aurait pas été très compliqué. Ça aurait pu être la mort du club, vraiment. Ah ouais, à ce point-là. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs qui vont tous chuter, les autres clubs, là, ils vont pas forcément chuter parce qu'ils vont faire des emprunts. Oui. Mais dans ces moments-là, quand t'es dans la merde, les mecs qui t'empruntent de l'argent. Ouais, c'est avec un taux super toxique aussi. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc sachant que tu en avais déjà un. Sur le dos, il a emprunté à 50%. Mais c'était une catastrophe, honnêtement. Et sachant que t'aurais peut-être pas eu Dolberg, t'aurais peut-être pas fini 5e, quoi. Donc voilà, c'est le scénario catastrophe que t'as. Et quand on parle de réussite un petit peu, faut pas mettre ça de côté aussi. Et puis même là, le fait d'avoir un actionnaire ultra puissant qui a des liquidités disponibles tout de suite, on parlait déjà de la Coupe d'Europe qui risque de te faire passer devant Lyon dans certains dossiers, mais là de pas avoir à vendre comme Monaco et Lille par exemple, qui sont encore un niveau au-dessus de nous, et Marseille qui a beau être en Ligue des Champions mais qui a un déficit énorme. Là il y a des dossiers sur lesquels j'imagine on va pouvoir agir très rapidement. Et notamment avec des clubs aux abois qui vont peut-être pas forcément négocier leurs joueurs à la hausse et qui vont être très contents dès le 1er juillet d'avoir de l'argent frais qui arrive. Et puis surtout, je sais pas, si vous vous rendez compte quand même, à Nice, ça fait pas trop de vagues quand même. Non. Tu sens que ça reste structuré. Il y a eu l'idée de River qui est sorti du bois un petit peu pour changer les calendriers. Ça reste une idée, qui avait des partisans qui elle a été bien prise, son idée. Ouais, complètement. Mais même là, c'était d'accord au final. On sent, faut se rappeler où était ce club souvent il y a quelques années et se dire, tu sens malgré tout que ça bosse de manière quand même assez cohérente. Là, ça avance un petit peu masqué. On dit pas n'importe quoi dans tous les médias. Voilà, ça place ses pions, quoi. Et sur différents secteurs. De toute façon, River, il a toujours eu des partisans et des mecs qui l'aimaient un peu moins, mais je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée au club ces 10 dernières années, je veux dire. Tu peux pas trouver quelqu'un qui dit le contraire. Tu peux être un peu critique sur certains points, tu peux discuter de la politique menée, mais tout le monde te dirait que t'as 90% de très bons et d'excellents et que... de toute façon, tout ce qui est arrivé de bien, c'est pas forcément la politique menée, mais c'est plus, il y a certains recrutements de ces dernières années. Voilà. Ils ont tellement réussi de coups lors des 5 dernières années que c'est vrai que là, pour l'instant, t'as des flops, quoi. Voilà, Miziane à 10 millions, c'est loin d'être une réussite. Pour l'instant, Nsoki, t'as envie, tu sais pas trop. Nsoki va pas falloir faire la même chose qu'avec Sarr, en fait, avec Nsoki, je pense. Oui, aussi. Ouais, mais bon, il a quand même ce contrat avec, il a signé un contrat de 5 ans. Non, mais dans le sens de son positionnement, je parle, sur le terrain, je veux dire, on le bascule un peu à gauche. Et Nsoki, tu vois, à gauche, il a pas fait que des mauvais matchs et il a fallu aussi digérer, tu vois, Nsoki, il arrive de Paris, il s'est entraîné avec Thiago Silva, Marquinhos, Neymar pendant des années, mais au final, il avait jamais joué. Il a fait quoi, Nsoki? Il avait fait 4 matchs pro. Dont un bon à Marseille, donc le Classico, machin. Et t'es à Paris, t'es dans un club où t'es chez toi, quoi. C'est facile, c'est plus facile de jouer à côté de Marquinhos et Thiago Silva que certains joueurs à Nice, quoi. C'est logique. Donc lui, on va c'est comme beaucoup de jeunes lyonnais qu'on a récupérés, faut s'habituer au côté passer d'un effectif de star où tu joues 3 matchs et où tu es relativement protégé au fait de devenir un titulaire et en plus, même si c'est pas la recrue la plus chère de l'été, digérer le montant du transfert ou quand même. Bien sûr. Et puis des grosses attentes. Malgré tout, à Nice, on est, c'est pas le public est plutôt patient, tout ça, mais il y a pas mal d'exigences et les gamins, ils ont beau avoir 19 ans, 20 ans, ils sont pas forcément prêts en fait à supporter une telle pression. Tu sors du contexte aussi où tu as connu que ton club formateur et tu sors de ce contexte-là. Tu sors du cocon familial, on va dire. Voilà, exactement, c'est ça. Et puis surtout, t'es moins protégé, t'as moins souvent le ballon qu'à Paris où t'as 70% de possession de balle, où en fait t'as 4 actions dans le match que tu dois défendre. À Nice, t'es quand même plus exposé, surtout si tu joues du même côté qu'Ounas, par exemple.
Par exemple, pour ne Petit pas tac. citer. Pour pas citer, Non, mais après, Oui, il a non, mais fait c'est plein vrai. de choses Ouais. avec le ballon, ça reste un joueur exceptionnel. Hein. Mais pas en défense, quoi. c'est ça. Bah, Et vu qu'on parlait d'Ensoki et que... Ouais, vas-y, Brice. Vas-y. justement, quel type de joueur il faudrait avoir, enfin, du moins à recruter à Nice pour la saison prochaine, d'après toi? Alors, le constat qu'on a fait nous depuis un moment, et je pense que j'ai partagé également cet avis, c'est que ce groupe-là manque un petit peu, moi, ce que j'appelle un peu de tuteur. Alors, c'est pas forcément des vieux, vieux entre guillemets, des mecs qui ont 32, 33 ans, qui ont joué 300 matchs. À Lyon, par exemple, ils ont pris Guimarães. Il était capitaine de la sélection olympique du Brésil. Il a joué 2 matchs. De suite, t'as vu que ce gars-là, il avait 21 ans, mais c'était un taulier. Balle au pied, machin. Et puis. Comme Dolberg chez nous, d'ailleurs, hein, qui a quand même Exactement. 3-4 saisons pro et qui est aussi jeune que les autres. Sans forcément avoir 30 ans, quoi, c'est ça. Ouais. Et surtout, voilà, des leaders positifs. Des mecs qui vont te tirer ce groupe-là parce que ce groupe-là manque clairement du caractère, c'est un peu cliché de dire ça, de QI football un petit peu, mais même de hauteur d'esprit par moment. Ça manque un peu de grand frère, non? Il y a Dante qui est plus ou moins mais sur Dante, la il est un peu seul dans un et peu t'as marre de quelques son mecs. rôle aussi, il pense d'être tout seul. Exactement. Et il fait pas le poids face à 5 ou 10 branleurs. Et puis même, aussi, tu vois, un Benitez, oui, c'est un bourreau de travail, un exemple au quotidien. Mais il est discret comme garçon, après. Mais voilà, c'est pas non plus... Après, je veux dire, Vincent, déjà, l'été dernier, on avait on aurait pu faire le même constat l'été dernier déjà. Il nous manquait déjà. Même l'année d'avant. Ça fait depuis. Je veux dire, tu penses que cette année ils ont vraiment pris conscience, le club. Il va vraiment falloir prendre des bien sûr. Tu dis ils ont vraiment pris conscience de ça parce que voilà, notamment Vieira, il s'est rendu compte qu'il manquait cruellement de relais, absolument. Et les mecs sur qui il avait misé un petit peu, voilà, quand t'as Mézé sort au Mans et qui jette là. Après, c'est pas très grave en soi, hein, ça reste pas non plus. On l'a vu dans d'autres clubs, mais malgré tout, derrière Dante, ça manque de vrais leaders et de vrais papas dans ce groupe. Tu dois pas forcément avoir 30 ans pour être un vrai leader en plus. Non, t'as des gars à 22, un caractère. On avait Malansar qui prenait pas mal la parole dans le vestiaire, qui avait aussi une légitimité, qui était proche de Dolberg. Il avait cette légitimité, pardon, Malan. Mais le problème, c'est que ces derniers mois, ses performances sur le terrain, c'était quand même un peu plus poussif. Donc, forcément, ta crédibilité après dans le vestiaire. Être leader technique et être dans le 11 assez souvent. Quand t'es pas irréprochable, c'est compliqué de donner des conseils aux autres, quoi. C'est ça. Donc, moi, je pense vraiment un mec au milieu, un vrai taulier au milieu, un top ailier, pas forcément là dans ce rôle-là. Tu vois Ounas rester, toi, vu qu'on parle de poste d'ailier, tu vois Ounas rester? Non. Même en négociant la loi, tu le vois pas rester. Je suis pas sûr que Naples accepte de brader, en fait, quoi. Et je vois pas Nice même mettre 10 millions sur Ounas. Ah ouais? Après, peut-être que je me trompe. Là, pour l'instant, pour le coup, là, j'ai pas d'infos, hein. J'ai vraiment pas d'infos. Non, mais on demande ton avis. C'est ton avis plus qu'une info qu'on te demande. Et puis surtout, il a pas dégagé. Aujourd'hui, mettre 10 millions sur Ounas, tu sais pas tu sais pas si tu vas faire une plus-value après. Il va pas t'apporter non plus dans le vestiaire ce que tu recherches forcément. Je vais te demander, lui qui a plus d'expérience, est-ce que dans le vestiaire, c'est un Non, c'est vraiment pas un mauvais garçon, mais ça n'a pas du tout la carrure. Ça n'a pas du tout la carrure pour être un leader de vestiaire, vraiment pas. Ok. Non. Un Claude Maurice, alors il est beaucoup trop. Je sais pas s'il aura un jour le charisme pour être une sorte de capitaine mais malgré tout, lui, c'est un exemple au quotidien. Vraiment gros bosseur, tête bien faite, convaincant, voilà. C'est vraiment un exemple. C'est un peu comme Cyprien, c'est un mec qui peut être amené à ponctuellement porter le brassard ou en tout cas être mais William non plus, je suis pas sûr qu'il est je suis pas sûr que ça faisait partie des joueurs sur lesquels c'était en interview dans Nice Matin d'ailleurs en début de saison où Vieira disait moi je compte sur des mecs comme William Cyprien ou Pierre Lesmelou pour prendre du galon dans le vestiaire et tout. Bien sûr, mais à défaut d'eux en fait, j'ai envie de te dire. Oui. Nous on doutait un peu connaissant le caractère des deux joueurs de l'extérieur qui soient capables de s'élever à ce niveau-là. Bon, on n'a peut-être pas forcément tort malheureusement, mais en fait, ça manque de mecs vraiment. T'es obligé si tu veux atteindre le très haut niveau, vraiment, d'avoir des mecs. Des sortes pas d'autistes, mais il faut penser qu'au foot, qu'à la préparation invisible,
que à ce que tu vas manger, la diététique. Dante, t'as beau dire ce que tu veux, mais ça reste quand même un exemple au quotidien. Bien sûr, quand t'as 36 ans, t'es encore là, malgré tout. On peut dire que cette année, il est un peu moins bien, Dante, mais malgré tout, ça reste. C'était dans l'Odyssée ou dans Intérieur Sport, je sais plus, où il y avait cette vidéo, il expliquait, il était en train de se faire masser, il expliquait sur la récupération à Burner et à Saint-Maximin, je sais plus quoi, et que les deux, ils se sont regardés en disant, mais c'est vrai ce qu'il dit en fait. Et Dante il était là, bah oui, c'est sûr que c'est vrai ce que je vous raconte, quoi. Et tu te dis, ah oui, enfin, t'en es à ce niveau-là, quoi. Tu vois, plus t'auras de Dante, plus en fait les mecs vont se dire, mais en fait, ils ont peut-être raison. Si on fait pas trop de la merde en dehors, on va être meilleur sur le terrain. Donc on va avoir de meilleurs résultats, on va avoir de meilleurs contrats et il y a encore plus de visibilité. Mais ça, il faut voilà que le groupe Dante prenne un petit peu c'est ça aussi par contre le leadership dans le vestiaire. C'est ça aussi que quand Dante, on se dit, il est sur le déclin et tout, mais peut-être aussi qu'il se demande que il va nous falloir un leader pour le remplacer avant de le laisser partir, peut-être. Parce que là, un leader technique. Il est un peu essoufflé. Normalement, lui aussi, il a besoin de se concentrer sur ses matchs. S'il s'éparpille, il a plus vraiment le temps de s'éparpiller, en fait, Dante. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est clair. Surtout qu'autour de lui, il y a un groupe qui est jeune, même sur le terrain, tu vois, sans parler de l'effectif complet, mais même sur le terrain, des fois, il y a, à gauche, il a Nsoki, à côté de lui, Lassar, ou un truc comme ça. Tu vois, et les gamins qui répètent souvent les mêmes erreurs, leur expliquer. Ouais, c'est comme ça. C'est un peu ce qui énerve Patrick Vieira, non, de devoir toujours répéter. Enfin, c'est en force de regarder des conférences de presse, des interviews, j'ai l'impression que c'était ça un peu Mais en fait, saoulé de répéter des trucs évidents à des gamins toute l'année. Ouais, tout à fait. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ces groupes-là, notamment composés de beaucoup de jeunes, en fait, c'est compliqué. Tu ne sais pas vraiment comment avoir une prise sur. Alors, l'autorité, franchement, ça marche vite fait. Si t'es trop cool, ben en fait, t'es mort. Donc, il t'a un peu cherché, Vieira. Ouais, il a fait le papa cool, puis après, il a montré les dents, puis, en fait, des allées et venues, on a l'impression. Avec ces jeunes, tu peux pas lâcher, en fait. Tu peux pas, tu peux être cool, mais pas trop cool non plus. En fait, c'est pas leur, faut pas donner du mou, quoi. C'est pas leur pote, en fait. Et l'an dernier, quand il a eu besoin de se recentrer sur son groupe avec ses joueurs, on est seul contre tous, les médias, ils nous déstabilisent avec la reprise, River Fournier. C'est vraiment ça le discours en interne? Ben, c'était peut-être pas aussi brutal, mais c'était vraiment, on est seul contre tous et on va s'en sortir, entre nous, en fait. Okay. C'était nous contre, voilà, le reste du monde un petit peu. Et, ça avait vraiment soudé l'équipe. L'an dernier, la deuxième partie de saison, elle est pas bien brillante, mais jusqu'au bout, tu crois à l'Europe. Mais parce que t'as des mecs super solidaires, t'as Attal aussi. Mais voilà, quand on parlait de leader, Youssef Attal, même s'il est un petit peu farfelu des fois dans sa façon de communiquer, sur les réseaux sociaux, il aime bien, tu sens bien il commence à bien aimer la flamme, tout ça, mais par contre, Attal, c'est un champion. Et dans un groupe, des mecs comme ça, il en faut absolument. Puisque t'en parles, c'est ce qu'il y avait dans Nice Matin, c'était quoi? C'était hier. Ouais, je suis un peu perdu avec le confinement sur la temporalité, mais hier. Donc Attal, ça reste. Sauf offre exceptionnelle qui, vu la gueule du marché, sera peut-être même, et sa blessure, sera pas attendue, quoi. Donc, bah, l'idée du club et du joueur. Donc voilà, le projet Attal Nice, vraiment, c'est un projet un peu commun. Et puis, il y a l'idée aussi pour le club, Attal, faut pas le vendre à Séville ou à... Et puis, il faut une saison pleine aussi. Et puis, il faut une saison pleine aussi. L'idée, à Tottenham, et voilà, Bayern, exactement. Exactement. Faut qu'Attal, ça parte à 50 millions à City à l'été 2021. Le but, c'est de devenir le club qui arrête d'avoir un intermédiaire entre lui et le top club. C'est de vendre directement à la galaxie au-dessus. Arrêtez de vendre, je sais pas, à Lyon, à Séville. Il vendra ensuite au-dessus, mais de vendre directement. Absolument. À Paris, à City, voilà. Absolument. Comme un peu Lyon a réussi à faire avec Fernand Mendy et Ndombele. Et du coup, moi, je veux juste revenir, vu qu'on parlait de Vieira tout à l'heure. Le rapport Vieira avec River Fournier, il est complètement calmé. Ça a mis du temps parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la saison dernière avait laissé énormément de traces. Vieira
leur en voulait énormément. River et Fournier lui en ont également beaucoup voulu. D'avoir pris parti, ouais. Être parti, après, c'est compliqué. Il faut se mettre aussi à sa place. Il s'est retrouvé un petit peu seul maître à bord d'un bateau à la dérive, faut dire, parce qu'au-dessus de lui, il y avait plus personne. Il fallait gérer un groupe pas évident. Donc lui aussi, il s'est senti trahi, et donc il a fallu que tout ce beau monde se rabiboche. Est-ce qu'il s'est senti menacé pour son poste aussi, notamment avec le retour après de River? Non, je pense River pas Fournier. ça, parce que très rapidement, Fournier avait repris contact avec Vieira, et ils ont réussi à se dire les choses, voilà, de manière peut-être très brutale. Ça n'était presque pas violent physiquement, mais se sont mis autour de la table et ils se sont dit ce qu'ils pensaient l'un de l'autre. Donc dans ces moments-là, forcément, ça fait fallait crever l'abcès, quoi. ça peut faire des dégâts. Et sachant qu'en plus Vieira un petit peu, voire complètement influencé par son agent, qui lui aussi s'est senti un petit peu pousser des ailes, parce que la place était belle, il y avait plus de directeur sportif, plus de président, et lui il avait la possibilité de faire un petit peu son marché, donc c'était la position rêvée d'un agent. Donc il a fallu l'écarter. Vieira a changé d'agent, et aujourd'hui vraiment l'idée c'est que cette troisième saison soit aussi la sienne, avec énormément de pression, parce que forcément il va être attendu, parce que les deux premières, on peut pas dire que ce soit non plus une franche réussite malgré les résultats, et il va être attendu sur le plan du jeu, sur le plan des résultats. Donc il y aura plus en plus l'excuse du mercato à l'arrache, du rachat, voilà. Donc maintenant c'est à lui de jouer, et nous on le jugera sur ses matchs et sur les performances de son équipe. Là il joue son avenir à l'OGC Nice là-dessus, quand même, sur la troisième saison. Après, moi je pense qu'on n'est pas à l'abri non plus d'une prolongation, on dira, parce qu'au final il a signé 3 ans, donc il entre dans sa dernière année. Un entraîneur dans sa dernière année de contrat, lui aussi il va vouloir bétonner l'avenir. Je pense que River et Fournier vont attendre de voir si ça se passe bien en Coupe d'Europe, dans le championnat, les 6 premiers mois, avant de lui proposer une prolongation. Ce qui est un peu dangereux, parce qu'on se retrouve dans la situation où on était avec Puel, d'attendre un peu le dernier moment, de risquer de... C'est toujours ça. Et puis tu sais, un entraîneur, il va jamais aussi bien travailler et être aussi épanoui quand il peut se projeter un petit peu sur le long terme, parce que la dernière saison de contrat, t'es là, c'est un peu la pression. Dès le mois de décembre, tu vas commencer à parler avec d'autres clubs. Et c'est pas l'idéal non plus pour amener ton club le plus haut possible, je pense. Et puis c'est dangereux. J'imagine quand même qu'ils ont... Vas-y, Brice. Puis c'est dangereux d'attendre le dernier moment, sachant que pour la première fois pour lui et pour une partie du groupe, ils vont jouer la Coupe d'Europe. Donc tu sais pas comment ça va se passer. Tout le monde va les juger plus ou moins sur la Coupe d'Europe. Du moins les supporters vont aussi un peu juger sur la Coupe d'Europe, parce que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, etc. et tout. Donc je pense que ça va être une année charnière. Il faudrait plus voir avec lui dans l'avenir, et voilà, faire signer la prolongation d'entrée de jeu, quoi. Ça serait extrêmement dangereux. Ouais, sur le jeu aussi beaucoup, parce que il a été critiqué à juste titre, parce que on s'est souvent embêté devant les matchs de Nice. Mais voilà, sa troisième saison peut être aussi la sienne. Il a tenu bon lors de la première. La deuxième, il est passé un petit peu à travers les gouttes. Il a fallu se rabibocher avec Fournier. Il s'était passé quand même pas mal de choses. C'est comme une trahison, c'est comme dans un couple. Il y avait le sentiment que l'un et l'autre avaient été trahis. Donc voilà, pour moi, la troisième saison de Vieira, on pourra le juger de manière très objective. S'il n'arrive pas à bien faire jouer l'OGC Nice, il sera peut-être temps de passer à autre chose. Mais voilà, il faudra être patient. Il y aura des recrues, un mercato, je pense. Un beau mercato historique. Je sais pas, ça c'est compliqué. Est-ce que tu es assez convaincant pour attirer du très 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 lourd? Bon, voilà, j'en suis pas sûr, mais tu as quand même réussi dès la première saison à faire des transferts à 20 millions, à 15 millions, à 12 millions. T'es pas mal quand même. En une semaine, c'est pas mal quand même. Exactement. Quand tu vois ce que tu as attiré en une semaine sans Europe, l'été dernier, tu te dis là, si en plus, allez, on va te dire que tu as l'Europe et que tu as la crédibilité tu as déjà Dolberg qui est venu aussi et machin, normalement tu dois faire un meilleur mercato, ou au moins aussi bon.
Et surtout avec une cellule de recrutement qui avait été complètement laissée de côté par le duo Gannet-Grimandi, tu vois, un petit peu, parce que certains mecs de la cellule étaient affiliés Fournier, Serge Recordier était encore à Monaco. Donc et voilà, rien ne t'empêche également de faire des coups à la Boudaoui, qui pour moi franchement ça va être la future pépite de l'OGC Nice. Ouais, il est très fort. On est d'accord là-dessus. Tu parlais du papier de Nice Matin, les infos qu'on nous a données, c'est que il a fait des tests de VMA là sur tapis, mais il a couru 8 km en 30 minutes. Je sais pas si vous connaissez un petit peu la course à pied. En gros, c'est des temps. C'est un Éthiopien, gars. Non mais voilà, c'est des temps. Il fait la prendre classique en janvier prochain. Il se classe tranquille dans les 20 premiers, quoi. Ouais, normal, quoi. C'est un truc de boucher. Il a fait ça au réveil. Je sais pas si le Ramadan avait débuté, mais voilà, t'as compris, quoi. Et quand tu vois faire la cool hors de forme à cause du confinement. Enfin. Voilà. Donc lui, si tu le replaces un petit peu au milieu, dans le cœur du jeu, et que tu le cadres un petit peu, attention, tu lâches tes 4 millions. Là, du coup, au club, on s'apprête à vivre un mercato normal, on va dire, avec, même si les dates, elles vont peut-être un peu décaler. Alors, honnêtement, on s'est pas trop penché dessus parce que la crise sanitaire, faisait on se sentait pas trop, là, ça va commencer, mais ça nous paraissait un petit peu malvenu d'envoyer des papiers mercato, normal, c'est normal. Ou un tel, voilà. Donc là, on va commencer, les championnats sont arrêtés. Tu sais que tu peux te projeter un peu sur l'Europe. Donc voilà, là, ça va commencer. Je sais depuis plusieurs semaines que la liste a été arrêtée, que des accords oraux sont intervenus. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Maintenant, c'est le domaine de Fournier-River. Voilà, le duo infernal en période de mercato. L'un qui cajole, l'autre qui verrouille dans les négos. Et t'as le retour de Serge Recordier aussi à la cellule qui va faire du bien, qui est essentiel, même s'il avait un petit peu œuvré en coulisses aussi l'an dernier, mais il y a une question que tout le monde a envie de te poser, je crois. En tout cas, moi, je du mal à attendre. Est-ce que vous allez recruter ça? Non, même pas. Godzo, c'est pour moi, ça. C'est pour moi. Un peu les questions. Je vais être plus sage que ça. Bon, même si t'as peut-être pas l'info là-dessus, ton sentiment sur Walter Benitez. Est-ce que ça reste, est-ce que ça part? Pour moi, ça part. Ok. Parce qu'on a vu quand même sur les réseaux sociaux et dans Nice Matin d'ailleurs aussi après, il y a un discours où quand même il avait l'air de se projeter un peu, même si ça veut rien dire. Mais en com pour je les connais plutôt bien les Argentins parce que je suis très pote avec Renato notamment. En com, ils sont bons. Ouais. Et ils sont souvent rusés. Alors, ils sont tous très attachés à Nice et Walter Benitez l'est également. Mais après, voilà, il y aura une réalité économique. Est-ce que Nice voudra donner il y a l'aspect Raiola. Il y a l'aspect Raiola. Ouais, Raiola ou pas, mais Benitez, aujourd'hui, il a 27 ans. C'est un arbitrage. Si tu veux passer à autre chose que Benitez, il faut aller taper pour moi dans du Areola, dans du Onana, tu oublies, mais ça va te coûter un bras. Là, t'as l'assurance d'avoir un top gardien, mais Benitez aujourd'hui, je pense qu'il va te réclamer 200 000. Ouais, mais est-ce qu'il vaut pas mieux donner 200 000 à Benitez plutôt que mettre 10 000? Honnêtement, je suis complètement d'accord avec ton objection, madame, mais moi, j'ai pas la réponse. Ça, c'est trop. Tu vois, souvent, on a. Tu prends le risque de faire exploser la masse salariale dans ton vestiaire. Si tu commences à filer 250 000 à Benitez, tout le monde va venir. C'est ça. Après, sportivement, il a une légitimité quand même. Il a fait 2 saisons énormes. Oui, mais t'en as aussi qui vont te dire, ouais, mais super gardien, mais la relance au pied, est-ce que c'est dans le jeu, relance courte Exactement. Est-ce que tu dois pas, au bout d'un moment, passer à autre chose? Alors, est-ce que pour un tiers du salaire, tu peux pas aller chercher Rajkovic, dont je dis ça parce que c'est une épine qui est évoquée. Pour moi, si tu prolonges pas Benitez pour faire du Rajkovic, Sebs ou quoi, pour moi, c'est une connerie. Parce il faut taper dans le gardien européen, genre Areola qui va être à peu près dispo parce que pas ni le Real ni le PSG vont le garder. Areola, s'il veut être à l'Euro 2021, il faut qu'il vienne jouer à Nice. Okay. Et pour ça, Areola, c'est vraiment plus que, c'est vraiment meilleur que Benitez aujourd'hui. C'est plus expérimenté, ça c'est sûr. C'est plus jeune, ça joue à la Ligue des Champions, c'est peut-être plus tonique, plus véloce, et ça reste quand même une valeur marchande.
Et en salaire, ça va pas être 3 fois le salaire de Benitez? Ah, mais ça va être une blinde. Il est à 600, 700 000, mais après, peut-être qu'il va venir prendre 400 000 à Nice. Non, mais après, tu peux imaginer un prêt, par exemple. Parce qu'il a été prêté au Real Madrid là, au PSG, il va pas jouer. S'il veut faire l'Euro 2021, alors là, il va devoir jouer. Surtout que Maignan prend la place en ce moment d'Areola et lui, le mec joue, il fait la Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Donc, après, Areola, il peut venir et il sait très bien qu'il ne va pas prendre 700 000 à Nice. Hein. Tu viens à Nice, tu vas pas demander 700 000. Donc, il va se mettre... Si t'as Areola qui accepte de prendre 300 400 000, pourquoi tu les filerais pas à Benitez, du coup? Ouais, t'inquiète. Là où je rejoins Vincent, par contre, par rapport à Areola et ce qu'il disait par rapport à Benitez, c'est que à partir de maintenant, c'est vrai que si tu lâches un joueur, que tu perds un joueur, il faut prendre au-dessus sportivement. Européen. Ouais. Il faut prendre au-dessus sportivement. Là, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Vincent. Tu perds Benitez. Mais honnêtement, Walter Benitez, moi j'étais le premier vraiment à ne pas être convaincu. Je trouvais ça vraiment. C'est le nouveau Fernandez. Il était bof au départ. On avait une comparaison qui était. Mais bon, je ne vais pas dire parce que c'est pas. Si, c'est pas trop dit maintenant. Mais aujourd'hui, et puis tu sais tout le travail qui a été effectué pour l'amener à ce niveau-là, donc ce serait un peu dommageable de le voir partir maintenant de manière. Voilà, pour zéro, mais qu'est-ce que tu veux faire? Faut se dire que si demain il venait à partir, mais même pour lui, hein, tu vois, le marché de Walter Benitez, je suis pas sûr non plus que en Angleterre il puisse aller choper du top. Hein. Les gardiens en Angleterre, c'est compliqué. En Espagne, est-ce qu'il y a vraiment la contraction du marché qu'on attend? Est-ce qu'il va vraiment avoir tant d'opportunités que ça sur un club qui va jouer la Ligue des Champions plutôt que l'Europa League? Exactement. Donc c'est pour ça qu'aussi Nice, dans ce moment-là, ils sont pas fous. Plus tu attends, plus si dans un mois il se rend compte qu'en fait il a pas grand-chose, il va peut-être se dire je signe 2 ans avec un bon de sortie l'année prochaine pour apporter des sous au club. Dans et un surtout, an, il y a l'aspect aussi communautaire. Benitez, ça va bientôt faire 5 ans qu'il est en France, donc il pourrait choper le passeport français aussi. Donc est-ce que sur des joueurs comme Areola, ça, parce qu'on cite des joueurs comme ça, des joueurs de sa trempe, est-ce qu'il y a une condition européenne, tu penses? Moi, je pense. Ces gars-là, ils veulent jouer l'Europe. Lâche la question sur Godze, Cédric. Pour prolonger le raisonnement, rappelez-vous l'année où tu fais Belanda, Dante et Balotelli, t'es qualifié pour l'Europe. Oui, bien sûr. Et sans l'Europe, tu les fais probablement pas. Et Balotelli te le dit d'ailleurs. Il te dit si on joue l'Europe ici, je suis dans la plus belle ville du monde, pourquoi je partirais? Mais il te dit bien si je joue l'Europe. Et t'as la vidéo dégueulasse là où il parle de Marseille en disant Marseille joue l'Europe et pas Nice. Donc tu sens que pour ce calibre de joueur, c'est essentiel. Bien sûr. Mais même pour tous les joueurs, parce que c'est énormément de. T'es vachement exposé, même pour les gars qui sont au club, hein, les Attal, tout ça, c'est super de faire des gros matchs en Coupe d'Europe et rappelez-vous, comme certains avaient progressé en Coupe d'Europe, tous les 3 jours, c'est dur, faut être exigeant, Et après, t'as un peu le contre-coup. Quand tu joues une fois par semaine, tu peux te dire que jusqu'au mercredi, jusqu'au jeudi, tu peux faire la teuf, quoi. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que on nous a posé la question en DM et tout ce que tu veux sur Twitter. Et donc, forcément, tu penses que on sait que River, il aime ça, elle est un peu à faire un nom. On a fait gratuit, on a fait Slider, c'est gratuit. C'est typique dans le profil qu'aime River. Tu penses que c'est une vraie piste ou c'est du flanc, tu penses? Je pense qu'aujourd'hui, Godze, il a pas beaucoup de clubs. Et donc, ça fait partie, Nice, aujourd'hui, des clubs, c'est plutôt sympa quand un joueur est associé au nom de Nice et vice-versa. Donc, tu vois, ça fait un petit peu monter sa cote. Godze, alors, je suis pas un grand spécialiste de la Bundesliga. Je vais pas faire genre que je regarde tous les matchs chaque week-end du Borussia Dortmund. Mais il joue pas beaucoup depuis un moment. Lucien Favre, il lui a rarement fait confiance sur la durée. Il a eu une maladie rare aussi, un peu une maladie de myopathie. Ça coûte une blinde sur le plan salarial. 8 millions annuels, hein, donc effectivement, même la moitié, tu fais exploser la masse salariale à Nice, quoi. Donc honnêtement, pour moi, ça rentre pas trop dans le profil niçois. Alors, je vais pas faire genre des infos sur le dossier. Puis en plus, en ce moment, c'est très compliqué d'en avoir. Parce que vous imaginez bien que tout est verrouillé. Il y aura une telle concurrence sur ce marché-là que pour avoir des infos, ça va être la folie.
C'est ça. Mais honnêtement, je vois pas. Alors peut-être que je vais paraître Non, mais ridicule on t'en voudra pas, t'inquiète. dans 2 mois, mais pour moi, ça fait pas forcément partie des priorités. C'est un profil un petit peu atypique. C'est pas il est un peu pâteau. Il est un peu pâteau. C'est pas un joueur super véloce. L'idée que veut développer Nice aujourd'hui, c'est des mecs avec du coffre, de la vitesse, du punch. Aujourd'hui, il faut que ça aille vite, quoi. Götze, il a un peu de mal, je trouve, depuis quelques années. Ouais, non, c'est vrai. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il a eu un peu une maladie. Il a une et puis à 800 000, à 8 millions, ça veut dire que ça te coûte 1,6 million d'euros par mois, pardon. Ouais, ça pique un peu. Ça pique, quoi. Ouais, donc pour l'instant, moi, je mettrais ce dossier de côté. À ce prix-là, tu peux peut-être avoir beaucoup mieux, et même en mettant la moitié. Mais tu mettras pas ce prix-là. Je pense qu'au max, si j'ai une bêtise, mais je pense qu'au maximum, on va peut-être revenir à des salaires comme avait Balotelli, et encore, je pense que quand tu vois que Dolberg, il a moins aujourd'hui. Non, mais à ce prix-là, il y a des joueurs en fin de contrat, il y a Cavani, il y a Thiago Silva, il y a Dries Mertens. Après, Götze n'ayant pas beaucoup de temps de jeu et pas beaucoup d'opportunités, je pense qu'il va pas redemander un tel salaire. Sauf si un nouveau riche comme Newcastle se décide à lui lâcher un pont d'or. Mais bon, il va avoir une opportunité peut-être comme ça sur le marché. Il faut faire attention, parce que Götze, je suis pas sûr non plus qu'ils disent Nice, c'est le club de mes rêves pour l'instant. Oui, non. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Il joue devant 70 000 personnes chaque week-end. À Nice, quand tu arrives à 15 000 en ce moment, c'est le bout du monde. Ouais. Donc, faut pas. Le projet est cohérent. Faut pas oublier. Tu auras des liquidités. T'as un actionnaire solide. Mais faut pas oublier qu'aujourd'hui t'es pas non plus super attractif. Après la réalité. Après il y a le truc aussi que forcément River il l'a dit, c'est les mots de River, je les reprends dans le sens où il a dit ça sera le premier vrai mercato d'Ineos, tout ça et tout. Il a quand même un peu vendu le truc aussi aux supporters. Mais après c'est pas parce qu'il va être attendu sur ça, je pense quand même. Ouais, mais ton mercato il se prend une balle dans le pied. Non plus. Le mercato se prend une balle dans le pied là, mais pas que pour Nice, pour tout le monde. On part dans un flot économique monstrueux en fait. Ouais, mais c'est une aubaine pour nous vu que nous on a les liquidités. Ouais, nous on peut avancer plus vite que les autres. C'est pas beau à le dire dans le sens où ça fait un peu rapace, mais je pense que nous là-dessus on a une carte à jouer parce que économiquement on est bien. T'es mieux que Monaco, Lille, Lyon. En plus t'as l'Europe. Enfin t'es quasiment avec le PSG dans la meilleure situation financière en championnat. En France, oui, mais après, tu vois, les marchés des goals, etc., vous savez que c'est parce qu'il y en a un qui part, ça... Oui. Donc, par exemple, pour Walter Benitez, ça peut être compliqué. Enfin, le projet va... Oui, c'est pour ça que... Je pense qu'il faut prendre ça avec pas mal de pincettes. Il y a des dossiers comme Fofana, qui a finalement signé à Monaco, pour 15 millions, ça se joue à 6 mois près. Si t'as l'Europe... s'il faut faire la part de Strasbourg aujourd'hui, je pense qu'il choisit Nice au lieu de Monaco. Ouais, il y en a plusieurs des joueurs comme ça d'ailleurs. Tchouaméni, pareil. Non, même si Tchouaméni, les prix se sont envolés, c'est devenu n'importe quoi. Il a signé à 17 millions, mais le petit Youssouf Fofana, il a fait quand même des très très bons matchs avec Monaco. Et 6 mois après, je pense qu'il est chez toi. Du coup, en fait, là aujourd'hui, on cible les joueurs un peu de ce calibre-là, des bonnes pépites de Ligue 1. On parlait de Ibrahima Diallo à Brest, par exemple, il y a quelques jours. Il y a Mounir Chouillard à Dijon. En fait, on va viser un peu ce genre de joueurs entre 5 et 15 millions, des jeunes à fort potentiel de Ligue 1. Moi, je pense que ça va être le même du projet depuis quelques années. C'est ce qui a fait la force de Nice, le trading et des seuls solution viable pour avoir des recettes aujourd'hui en termes de billetterie. T'es largué sur le plan de marketing, merchandising, c'est pas bien. Ça prend des années à se construire, ça, de toute façon. Exactement. Et donc là, t'as cette sacrée place qui va t'apporter des recettes, t'as éventuellement l'Europe et t'auras ces ventes de joueurs. Donc t'es obligé de faire encore un petit peu de trading. Mais ce qui n'empêche pas de faire à côté de ces joueurs à fort potentiel quelques valeurs sûres. Et ce que les gens doivent un peu entendre, c'est que tu vas faire du trading, c'est un peu un gros mot. Je sais que Gauthier Gannet avait pris la foudre en disant ça, par exemple. Bon, il avait peut-être mal amené aussi, mais on va pouvoir prendre toujours des jeunes joueurs, ce qui est plus ou moins le projet de River depuis Claude Puel. Mais on va pouvoir en prendre des un peu meilleurs, donc aller à la lutte avec Monaco, comme Lyon, comme tu disais en début d'émission, et peut-être les garder un an de plus aussi qu'auparavant. Tout à fait. Et les vendre au bon moment. Essayer de les vendre au bon moment, parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, un garçon comme William Cyprien, sa cote, elle est plus non plus dingue.
Alors qu'à un moment, c'est un joueur que tu aurais pu vendre peut-être 30-40. Aujourd'hui, ça arrive à en tirer 15-20. Est-ce que tu penses qu'au milieu, il va y avoir un départ et tu penses que c'est Cyprien? Ouais, je pense que Willian, Cyprien, ça peut partir. L'Esmelou, dernière année de contrat, si tu le prolonges pas. C'est ça. Est-ce que tu vois le club se séparer des deux au même mercato peut-être? Parce qu'il va avoir des touches, l'Esmelou, une belle saison. Si t'as 10 000. Après, les clubs, ils vont être dans une telle difficulté que je vois pas non plus un club arriver à mettre 10 millions sur l'Esmelou alors qu'il lui reste un an de contrat. L'Esmelou, ça reste une valeur sûre. Au pire des cas, il ira au bout de son contrat et il partira libre. Il aura 28 ans. Avec un salaire qui te coûte rien en plus. Est-ce que c'est pas le moment pour lui de faire le gros contrat? Parce qu'il a 27-28 ans, justement, Nice, il faut... c'est vrai, mais je suis pas sûr que Nice ne le bazardera. Ça, c'est une certitude. L'Esmelou, à choisir entre les deux, ils vont lâcher Cyprien, peut-être. S'ils n'ont pas 8-10 millions pour l'Esmelou alors qu'il lui reste un an de contrat, il partira jamais. Donc, autant... on se disait dans notre dernière émission, on a fait un peu la revue de l'effectif, on pense, mais bon, ce n'est jamais que notre avis, que va y avoir une, entre guillemets, grosse vente, quand même, à Nice pour financer une partie du mercato. Vu que c'est pas Attal, nous, on avait plutôt misé sur Cyprien. Est-ce que tu as un autre avis sur la question? Est-ce que tu penses qu'on va garder tout le monde? T'as des joueurs comme Danilo qui ont fait des bons matchs, qui ont une bonne cote sur le marché. Il a été acheté 8 millions, donc ça sera pas non plus un transfert énorme, mais ça peut partir pour 15 par exemple. C'est pas 15, mais ça peut éventuellement partir pour 8 plus après. Après, il a fait quand même des bons matchs en défense centrale, mais le gros transfert, je pense que ça peut être tout à fait Willan, je dirais 15-20 en Angleterre. Je pense que Cyprien, il a gardé une bonne cote un peu T'as des garçons comme Christophe Herrel, ça fait 2 ans qu'il est là, il n'a pas forcément apporté ce que tu attendais vraiment. Il n'a pas eu une évolution, il a fait des bons matchs. Voilà, il n'a pas passé le cap, exactement. Il n'a pas eu la progression espérée pour en faire un top défenseur central. Donc lui aussi, je pense que s'il y a une offre, il pourrait éventuellement bouger. C'est quoi en dernière question sur le mercato? Après, on te prend pas plus de ton temps, mais c'est quoi les priorités de l'OGC Nice pour toi aujourd'hui? Il y a 2-3 dossiers vraiment brûlants, donc sans avoir de nom, mais le poste de latéral gauche déjà, j'espère que il y aura le poste de latéral gauche. Je pense qu'ils vont faire quelqu'un à droite également pour l'après-attaque, comme il fonctionne. Du coup, Moussa Wagué, ça c'est pas amené à rester. Honnêtement, je peux pas vous dire oui ou non parce que je vais avoir des infos, je pense, dans la journée, mais là, c'est pas. Durmizy, je pense pas qu'il va rester. On est d'accord. Le chouchou de Sky, merde. Le fils qui veut tout dire, c'est. Après, Barbuck, Durmizy, en fait. Lui, au Barbuck, je pense qu'il est bon. Au milieu, je pense que tu vas avoir un ou deux mecs, et offensif, tu vas aussi avoir un top mec pour remplacer Ounas. Je pense qu'il faut un top ailier pour remplacer Ounas. Tu vas faire des prêts aussi, je pense. Tu as toujours des. Ils aiment bien les prêts, Nice. Ouais. Mais on n'aime pas trop les options d'achat, mais on aime bien les prêts. Ouais. Et après tout dépend les prêts. Voilà. Un top défenseur central, un jeune, un top jeune. Défenseur central, c'est possible aussi. On n'était pas trop mauvais en fait dans la dernière émission, Cédric. Ouais, c'est ça, t'as vu. On était pas mal. On avait vu juste, c'est ça. Une doublure. Si tu joues l'Europe, après, je pense que Ganago, je suis pas toujours fan, mais ça reste un jeune joueur et en doublure de Dolberg, ça peut mettre tes 5 buts en Ligue 1 dans l'année, quoi. Ça peut être ta doublure. Voilà, et en doublure de Dolberg, parce que si tu joues la Coupe d'Europe tous les 3 matchs, il te faudra un 3e numéro 9. Je pense que Ganago peut faire l'affaire. Ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis, tu reviens quand tu veux dans le podcast Avantinissa. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci à vous. Et prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Merci à vous aussi. Merci. Salut. Merci à vous qui nous écoutez aussi partout sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer. N'hésitez pas, si vous écoutez sur Apple Podcast, à noter notre podcast. Et puis on vous dit à très bientôt avec notamment un peu plus de nouvelles du championnat de Nicaragua parce que je sais que vous kiffez ça. Merci beaucoup les amis et à très vite. Ciao.